C'est ici qu'un jeune homme de 21 ans qui circulait sur son scooter dans les rues de Cayenne a perdu le contrôle de son engin. Malgré l'intervention rapide des secours, le jeune homme décède de ses blessures. Il ne portait pas de casque. L'accident est survenu ce matin aux alentours de 7 heures, sur le rond-point qui fait face à la caserne des pompiers. En chutant sur la chaussée, sa tête a heurté la bordure du trottoir. Arrivés rapidement sur les lieux de l'accident, les sapeurs-pompiers et l'équipage du SMUR qui ont effectué sur place un peu plus de 40 minutes de massage cardiaque. Le jeune homme qui avait une plaie importante à la tête n'a pas survécu à ses blessures. Le médecin du SMUR a déclaré le décès de la victime en présence de son père, de sa mère et de d'autres membres de sa famille. En effet, la victime vivait chez ses parents à quelques rues du lieu où il a perdu la vie. Cet accident relance encore une fois le problème du port du casque chez les jeunes. Sachez que le port du casque est la seule mesure de sécurité qui constitue une obligation aux yeux de la loi pour le conducteur et le passager d'un véhicule à 2 roues. Avec le casque, lorsqu'un accident survient, la tête et la nuque sont protégées des chocs. Ce sont les parties les plus vulnérables du corps humain et les liaisons et les blessures qui en touchent sont pour la plupart des cas mortels. Et ce drame en est le parfait exemple. Le gouvernement brésilien a créé un groupement spécial de la police pour le mondial de 2014. Plus de 10 000 hommes ont participé à une formation pour intégrer l'unité. Ils seront répartis sur les 12 villes qui auront siégé la Coupe du Monde. Chaque État sera responsable de définir quelle sera l'activité principale de ce groupe dans sa ville. Le groupement pourra servir d'appui à la police locale et contrôler l'accès au stade. Sa principale fonction restera sans doute de contrôler une éventuelle manifestation. Les pays qui siègent la Coupe du Monde affrontent historiquement des mouvements. En 2002 au Japon, 2006 en Allemagne et en 2010 en Afrique du Sud. L'année dernière, le Brésil a affronté une des plus grandes manifestations de son histoire. Le gouvernement sait qu'il y a de fortes chances que la population décide d'occuper à nouveau les rues durant le mondial de 2014. Chaque État brésilien a en moyenne un groupement spécial de la police, qui compte entre 100 et 200 hommes qualifiés pour travailler dans de telles conditions et tensions. Nombre bien inférieur à celui qui sera nécessaire pour accueillir une Coupe du Monde. São Paulo, qui possède la troupe d'élite la plus nombreuse, 3000 hommes, recevra probablement un renfort. La police brésilienne a annoncé aussi l'utilisation d'un mini-robot espion, qui pourra filmer et envoyer les images en direct à la police, afin de faciliter les identifications en cas de violence dans une manifestation. Le Brésil sait que le mondial de 2014 ouvrira les portes du pays et que chaque réussite ou échec sera visualisé et analysé par le monde. Le pays est considéré comme une des nouvelles puissances mondiales et selon les spécialistes, ce n'est pas le moment de commettre des erreurs. En prélude aux journées des peuples autochtones qui auront lieu en août prochain, dans le but de rendre hommage aux peuples premiers de Guyane en mettant en valeur leur culture et traditions, tout en leur donnant l'opportunité d'exprimer publiquement et de partager leurs problématiques spécifiques, ainsi qu'un certain nombre de revendications fortes avec le reste de la population, la région Guyane a organisé ce matin un séminaire à l'intention de l'ensemble des chefs coutumiers en présence des maires des communes concernées. C'est un processus historique, il faut quand même rappeler que depuis une trentaine d'années, les Amérindiens, à travers leurs organisations, à travers des conférences, à travers des congrès, ont toujours interpellé les institutions publiques et le gouvernement central et l'État sur leurs problématiques. Premièrement, au regard donc, de l'application des conventions internationales. Deuxièmement, donc, pour solliciter des améliorations des droits internes français, de manière à ce que leurs droits sociopolitiques et leurs droits culturels soient reconnus et donc que les politiques publiques puissent prendre en compte justement leurs problématiques. Et c'est en ce sens-là que nous pouvons dire que ce processus continue, que c'est un dialogue interculturel entre institutions, puisque les collectivités autochtones discutent avec une collectivité régionale à vocation politique et de développement. Donc c'est un cheminement, donc ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est des interrogations, c'est des réponses. Et les réponses sont, nous l'espérons, en nombre et en commun et en partenariat.
Parmi les sujets abordés, l'orpaillage illégal, la future collectivité territoriale, l'évolution de la réglementation concernant l'occupation du foncier par les Amérindiens de Guyane. Nous sommes sur la partie du dialogue, de concertation, de recueil d'éléments, parce qu'il faut savoir que les histoires sont différentes l'une par rapport à l'autre. Donc nos attentes, en ce qui me concerne, c'est plus sur la place qu'on accordera à ces autorités, parce qu'actuellement c'est que basé sur le consultatif, donc ce n'est pas encore décisionnel, donc ce qui fait que maintenant il faudrait s'orienter plus vers la décision que la place qu'elle aura réellement au sein de la future Assemblée unique. La France est le 14e pays consommateur de chirurgie esthétique et plastique. Plus de 350 000 chirurgies sont réalisées à chaque année. En Guyane, le nombre de médecins spécialisés et de chirurgie a aussi augmenté. Le docteur Benamon vient une semaine par mois en Guyane, où il pratique près de 300 chirurgies par an. Selon lui, les interventions sont pratiquement les mêmes qui sont demandées en métropole, avec quelques spécificités. En Guyane, il pratique plus de réduction mammaire et de lipoaspiration, et un peu moins de pose de prothèses qu'en métropole. C'est vrai que j'ai adapté mes techniques chirurgicales au fur et à mesure des années pour s'adapter aux patients de Guyane, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le risque de sécrétion kéloïde est plus important ici qu'en métropole, mais en ce qui concerne l'humidité, les mauvaises cicatrisations qui sont liées aux conditions locales, non, ma réponse est non. Les patients guyanais cicatrisent excessivement bien, que ce soit des patientes venant d'Haïti, du Brésil, du Suriname, toute la population guyanaise, quelle qu'elle soit, cicatrise assez bien. Maintenant, il faut simplement adapter la chirurgie. En Guyane, la chirurgie esthétique est recherchée par toutes les nationalités et tout âge, en majorité des femmes qui demandent d'avoir un résultat le plus proche possible du naturel. Depuis près de 2 ans, le nombre de patients qui partaient au Brésil ou en métropole pour réaliser les chirurgies a diminué. Un choix justifié par la proximité et la question financière. L'avantage que j'ai, je pense en tout cas, c'est que même après 3 mois, je peux être suivie convenablement. Alors que si je m'étais fait opérer en métropole ou au Brésil, je n'aurais pas eu de suivi. Oui, psychologiquement, ça va. Je me sens beaucoup mieux, ça change la vie. Oui, voilà, c'est ce que je voulais. C'était un projet depuis déjà 1 an, donc je suis contente de l'avoir fait et je ne regrette pas. Alors j'ai pratiqué une lipoaspiration plus une pose d'implant mammaire. Rapport qualité-prix, je trouve ça correct par rapport à ce qui est effectué en métropole ou ailleurs. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas le billet d'avion. Avoir recours à la chirurgie esthétique comporte toujours un risque. Une fois votre décision prise, réalisez un vrai travail de préparation pour être sûr de comment et par qui vous allez être opéré. Bon voilà, écoutez, on vient vous chercher d'ici une bonne heure. Oui, d'accord. Et après c'est 3 quarts d'heure d'intervention. Et après je viens vous revoir dans votre chambre dans l'après-midi. Ok? Pas trop angoissé? C'est normal. Depuis le début de la préparation du mondial de football qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet au Brésil, une opposition populaire se fait entendre. C'est au fond à mesure du rapprochement de l'événement sportif planétaire. Le peuple brésilien réclame la justice sociale, l'amélioration du système éducatif. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu. Une situation originale dans l'histoire du mondial. C'est une des plus grandes manifestations du monde, quoi. Après le carnaval, il y a le football. Mais avec beaucoup de soucis avec ce qui se passe au Brésil, donc c'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes vont regarder le match, mais avec beaucoup de regrets, quoi. Plutôt pour les hôpitaux, ils n'ont pas de médicaments, les gens font des grèves, les transports, il n'y a pas de transport. Ils sont coincés dans des bas de sardines au Brésil. Et tout ça, avec ces dépenses qu'ils ont fait pour les stades là, et pour les publicités, tout ça, là, ils auraient pu mettre au moins quelque chose pour montrer à la population qu'il y aurait eu une Coupe du Monde et aussi un avis favorable pour la population, quoi.
Comme président de l'association, nous discutons toujours ici avec les amis, les camarades, les habitants du quartier. Mais ça se sent tout partout où nous allons, même les étrangers, les Français, tout ça, ils le disent que c'est une honte pour le Brésil. Parce que c'est ce qui se passe là, des gens qui souffrent pour une Coupe du Monde. Et après, j'espère qu'il y aura un résultat. Il n'y a pas de résultat. Nous ici, moi comme président ici, je dis aux habitants et aux Brésiliens, allons essayer de croire un peu, mais c'est vraiment dommage. Moi, essayer de croire un peu. J'espère que l'argent qu'ils vont gagner au Brésil va rapporter quelque chose pour les habitants, pour le peuple brésilien là-bas. Seulement un Brésilien sur 3 pense que l'organisation de la Coupe du Monde aura un impact positif sur l'économie du pays. C'est le résultat d'une enquête de Pew Research Center rendue publique ce mercredi. Un an après le début des manifestations contre la hausse des tarifs des transports publics et les sommes importantes dépensées pour organiser la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques de 2016. Lorsqu'ils ont débuté pour cette élection de la Coupe du Monde, on avait déjà un souci. Bon, le Brésil a remporté l'élection, mais ils ont eu assez de temps pour faire un changement au niveau des terrains de football, des administrations et aussi du peuple, parce que les pauvres, les riches, tout ça, leur plaisir c'est de regarder un match de la nation du Brésil. Mais avec cette tension qui se porte au Brésil, j'espère qu'avant la Coupe du Monde, ça se passe très bien, quoi, parce que c'est un peu désolant quand même de voir des gens qui souffrent, des gens qui sont mis à la porte pour pouvoir occuper des terrains, pour pouvoir faire des abris pour les touristes. J'ai mes parents ici, ma famille qui est ici en Guyane. On va regarder, mais on a un peu de souffrance au cœur parce que nous voyons des jeunes, des petits gars qui n'arrivent pas à voir cette Coupe du Monde, qui déjà n'ont pas de maison, qui n'ont pas de télé. Et nous, nous pouvons regarder par rapport à notre télé et nos antennes paraboliques. Mais les gens là-bas qui seront en souffrance, nous aussi comme Brésiliens, d'origine brésilienne, nous allons le sentir aussi. Et déjà, le sont déjà là. Déjà le sont. Le gouvernement brésilien essaie d'assumer son choix d'un investissement massif en faveur de la Coupe du Monde, alors qu'arrivent à grands pas les élections présidentielles. Drica Chagas, artiste spécialisée dans l'art du graphisme, est de retour au département. Au moment de sa première visite, la jeune artiste a laissé plusieurs traces de son passage en Guyane. L'une de ses œuvres recouvre l'un des murs de la cantine du lycée Melchior Égaré. La peinture a été réalisée avec l'aide des lycéens de l'établissement. Déjà, c'est important d'avoir des relations entre les pays voisins, non seulement du plateau des Guyanes, mais de l'Amazonie. D'autre part, comme au lycée Melchior Égaré, nous nous ouvrons sur l'international. Nous avons des sections américaines et des sections brésiliennes. Et donc, il est intéressant de faire venir des artistes originaires du pays partenaire pour, évidemment, soit s'entraîner à la langue, faire parler les élèves et aussi faire connaître la culture du pays partenaire. Une deuxième intervention a été réalisée durant sa première visite. Face à la place des Palmistes, mais derrière un stationnement et un peu effacé par le temps, il est difficile de la voir. Il ne faut pas confondre graphisme et vandalisme. Cette forme d'art demande une réelle démarche artistique, une réflexion approfondie sur le quoi et non sur le comment, et surtout sur le message qui sera transmis. Le graphisme utilise la ville comme espace d'expression. Non, c'est pas compliqué, mais en fait c'est en train de se développer. Donc du coup, ce qui serait génial, c'est justement tout le monde commence un petit peu à connaître le graphe, la technique. C'est quelque chose. En plus ici, on a plein d'espace pour pouvoir faire ça. Il y a plein de murs et c'est vrai que si on pouvait les décorer un petit peu, ce serait bien. Le graphisme est une discipline récente qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments du quotidien. Il reflète la personnalité de l'artiste et de la société qui l'intègre. C'est une façon de communiquer sans utiliser de mots. Ce qui est touchant, c'est que la première œuvre qu'elle a faite, c'est une œuvre acrylique sur toile pour représenter une femme à peine voilée, dont on distinguait mal le visage et qui s'est dévoilée au fur et à mesure de son séjour de résidence en Guyane pour donner naissance à cette fresque que vous voyez derrière moi et qui est en fait un petit peu la conclusion de sa résidence de création ici, où elle s'est donnée de plus en plus profondément à la création ici. À nouveau dans le département, Drica Chagas participe au projet du designer Pierre Manchot. Durant sa visite, elle participe à la création d'une œuvre communautaire avec la réalisation d'une fresque sur un des murs de Cayenne, à une démonstration d'une performance professionnelle ainsi qu'à une formation de street art. Son séjour au département touchera à sa fin le 10 juin. Le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 1972. Cette journée vise à sensibiliser aux problèmes environnementaux, à savoir la protection de l'environnement,
ses conséquences sur la qualité de vie des populations ainsi que sur la survie de la planète. La région s'est associée à cette journée et a organisé pour ses agents une journée régionale de l'environnement dans une démarche éco-responsable. La journée de l'environnement est organisée donc par la collectivité régionale pour les agents. C'est une première en interne pour sensibiliser un petit peu les agents au principe des économies d'énergie, économies en tout cas dans tous les gestes de la consommation du quotidien. Et puis en même temps c'est être cohérent par rapport à une démarche de collectivité exemplaire où la région se veut finalement de promouvoir tout ce qui est éco-gestes, tout ce qu'il y a comme opération en faveur de la protection de l'environnement et de sa préservation. Au programme de cette journée, analyse des factures d'électricité et conseils pour économiser. Informations sur les chauffe-eau solaires et récupérateurs d'eau de pluie, essais de voitures hybrides et électriques et cours d'éco-conduite. Nous venons proposer aux agents comment réduire leur facture d'électricité. Alors soit en choisissant des appareils performants s'ils n'ont pas déjà équipés, donc des appareils qui pour le même confort vont consommer moins d'électricité, et aussi comment une fois qu'on a fait l'acquisition d'un appareil performant, comment bien l'utiliser, donc agir sur le comportemental. Il y a des gestes très simples, qu'on a mis une lampe LBC à la place d'une ampoule à incandescence. C'est une fois dans les pièces lorsqu'on n'est pas dans les pièces, c'est éteindre la lumière au moment où on quitte les pièces. Quand on a un climatiseur, faire en sorte quand la pièce est vide, que le climatiseur soit éteint. Veiller à la température de consigne d'un climatiseur qu'on préconise plutôt à 24 degrés. Voilà, c'est tous ces petits gestes, ces petites choses à faire qui permettent à chacun de gagner en confort et en même temps de réduire sa consommation d'électricité. Vous savez qu'on a tendance à avoir une utilisation abondante pour très peu de choses, telles que quand on fait la vaisselle, le robinet coule, quand on se brosse les dents, le robinet coule. Je pense que si on observe toutes ces précautions et qu'on a des installations qui sont conformes, on doit rester dans le cadre d'une consommation normale. La journée de l'environnement, c'est surtout l'occasion de sensibiliser tous les acteurs sur les responsabilités environnementales. Ça nous permet d'avoir des informations sur la préservation de la planète, des petites choses qu'on peut faire tous les jours, mais bon, qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, tout ce qui est économie d'énergie, gestion de l'eau, faire attention aux robinets qui sont bien fermés, par exemple sur l'électricité, éteindre les lumières lorsqu'on sort d'une pièce. Au niveau des climatiseurs, acheter des climatiseurs qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, ce genre d'informations. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises aujourd'hui. Et c'est une bonne initiative faite par le service environnement. Et franchement, il y a des choses que je ne savais pas et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, on devrait faire ça au moins chaque année. À noter aussi au cours de cette journée la signature d'une convention entre la région et Recyclordi, qui prévoit la cession à l'association du matériel informatique obsolète de la collectivité dans la perspective d'un redéploiement de ce matériel auprès de personnes ou d'associations privées d'accès à l'ordinateur et à Internet. La communauté de communes du plateau des Savanes, la CCDS, souhaite s'investir dans d'autres secteurs pour le développement du département. Avec des missions prioritairement directionnées vers l'environnement et les déchets, François Ringuet se donne de nouveaux défis, tels que la culture et le sport. C'est dans ce cadre que hier soir à Kourou, les équipes féminines championnes de Guyane en basket et handball ont participé à une remise de prix. Chaque équipe a reçu une aide financière de plus de 10 000 € pour représenter le département à l'Hexagone. Aujourd'hui, donc deux grandes équipes, l'US Sinamari, grande équipe de Guyane, et puis aussi donc, le GEDAR de Kourou aussi, donc, par ses résultats, par ses qualités. Donc, ce sont deux grandes équipes que nous avons accompagnées. Effectivement, on peut se poser une question, pourquoi le sport alors que la CCDS a été, je veux dire, montée autour des déchets. C'était à l'époque des problématiques des déchets, de la décharge à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons récupéré quelques compétences, comme par exemple aussi le sport. Nous sommes aussi sur la culture. Donc il était tout à fait normal pour nous, dès notre arrivée, d'accompagner la jeunesse guyanaise, ces équipes qui chaque année, je dirais, doit trouver des billets d'avion, des moyens financiers pour boucler un budget, pour partir et représenter non pas le GEDAR ni Sinamari, mais représenter la Guyane tout entière. Donc il est tout à fait normal pour nous aussi donc, de les accompagner. Elles l'ont dit à l'instant, c'est une première pour elles, c'est une première aussi pour nous.
et ce n'est qu'un début. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est le résultat. Ce serait bien qu'il y ait au moins 10 équipes championnes sur la CCDS. Et puis la suite, on verra, puisque c'est une façon aussi de montrer aussi donc, au privé d'accompagner ces jeunes sportifs. Parce que le but, c'est ne pas aussi d'accompagner uniquement par les collectivités, mais aussi d'impulser une dynamique aussi donc, auprès des privés, par peut-être du mécénat. Pour développer une discipline et participer à des championnats, les sportifs dépendent d'un sponsor. Financer des déplacements peut être un vrai défi, tenant compte de la distance entre la Guyane et la métropole et le nombre de sportifs compris dans chaque équipe. C'est un grand pas parce que pour le championnat de France, c'est vrai que ce n'est pas évident d'anticiper sur les fonds et c'est une très grande aide qu'ils nous ont apporté ce soir en nous offrant ce chèque. Je pense que c'est un très bon geste, j'espère qu'il se répétera puisque sans sponsor, sans aide de l'extérieur, c'est très difficile pour le club, pour les clubs et dans les différentes activités parce que chaque année, c'est pas évident d'avoir les frais pour les billets, pour le transport, l'hébergement, c'est des sommes très, très exorbitantes. Donc le geste de la CCDS, c'est un plus. Une très bonne chose déjà, ça va renflouer les caisses, donc ça va nous permettre aussi de partir pour le championnat de National 3. On travaille pour la victoire et puis parce qu'il y a une bonne ambiance et voilà. Et on se donne les moyens pour gagner. Que finalement le sport c'est un bon atout et donc ça permet à certaines équipes de recevoir des moyens pour poursuivre un tournoi qui est très difficile selon nous. Le sport est un outil d'intégration sociale. Investir dans ce secteur est investir dans toute la société. Avoir sa propre entreprise, devenir entrepreneur, obtenir son indépendance. Des mots qui font rêver une bonne partie de la population. Mais est-il facile de développer une société en Guyane ? Laya Boucanage, qui existe depuis plus de 20 ans, artisanale dans les premières années, elle est maintenant une entreprise semi-industrielle, dont plus de 15 salariés font partie. Une entreprise familiale dont le secret du succès, selon le propriétaire, la planification, le travail et quand nécessaire, une aide de l'État. C'était purement artisanal, tout était fait, et tout était fabriqué et vendu le jour même. Et maintenant, la production est plus importante parce qu'on doit préparer certains produits la veille pour les boucaner ensuite les emballer, ensuite livrer et commercialiser si vous voulez. Donc maintenant, on est bien équipé, c'est une entreprise bien structurée. Et l'entreprise a été souvent aidée parce que l'entreprise s'est restructurée à plusieurs reprises au cours de ces diverses années. Donc, c'est pas un secret, tout le monde le sait, que j'ai été subventionné à 3 reprises. Donc, si on peut compter pendant ces 20 ans-là, parce que si je dis que j'ai reçu 200 000 €, ils vont croire que j'ai reçu 200 000 € d'un coup. Donc, dans des différents projets qu'on a pu monter, donc tout ça comprend environ plus de 200 000 €. D'accord ? Comme toute entreprise, Laya Boucanage affronte quelques difficultés. Actuellement, la société est à la recherche d'un terrain pour se réinstaller, car les locaux actuels deviennent trop petits pour continuer à l'assiéger. Selon le propriétaire et directeur, les difficultés sont plus souvent liées aux échanges entre les différents partenaires que liées à l'infrastructure. C'est gérer l'humain. Vous savez, quand vous avez 15 salariés, c'est 15 caractères. 15... vous savez, c'est pas... Même avec ma fille, il ne faut pas... des fois, on s'accroche, des fois, c'est pas évident. Et c'est d'abord l'humain, c'est gérer l'humain. Et qu'il y ait des soucis matériels... comme vous avez vu, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tous les trucs en triple ou en double. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est ça. Et on peut pas dire que ici il y a de la place il y a de la place encore. Moi, si vous voulez, notre entreprise à elle toute seule ne pourra pas fournir toute la Guyane. Il y a de la place pour travailler. Il y a de la place pour bosser encore. Il y a encore. Le marché est petit, d'accord, mais il y a encore de la place pour du monde.
Après plus de 20 ans dédiés au boucanage, Paul Laya se montre satisfait du résultat. Vous êtes fier de votre parcours? Si, je suis fier, je suis fier, je dirais oui et non, mais il faut quand même garder les pieds sur terre, ne pas dormir sur ses acquis, c'est ça le problème. Il ne faut pas croire que... Non, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, améliorer. Bon, pour le moment, comme je vous ai dit, je suis au stade semi-industriel, je voudrais bien la développer autrement. Bon, c'est vrai que il y a des partenaires qui sont prêts et qui sont déjà prêts à jouer le jeu. Mais moi, je bute sur toujours mon problème de terrain pour délocaliser la production. Voilà.